Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur France 3 Normandie pour ce nouveau débat spécial municipal 2020. Pendant ces 2 semaines de campagne, place à la vie politique, démocratique et citoyenne à 18h sur notre antenne. Et ce soir, nous allons débattre de l'avenir d'une commune emblématique de la métropole de Rouen, Grand Couronne, ville de près de 10 000 habitants. À mes côtés, les 2 candidats arrivés en tête au soir du premier tour le 15 mars dernier. Bonsoir Patrice Duprey. Bonsoir. Vous êtes le maire sortant de Grand Couronne, Parti communiste français, maire depuis 1995. Un de vos camarades avait pris le relais durant 3 années. Vous avez 72 ans. Vous êtes retraité du secteur privé, caisse de retraite et mutuelle. Face à vous, une adversaire que vous connaissez très bien. Elle a été votre adjointe à l'éducation. Julie Lesage, bonsoir. Bonsoir. Du Parti socialiste, vous avez 42 ans, vous êtes aussi conseillère départementale de Seine-Maritime, votre profession est juriste dans le secteur public. Et dans l'espace d'accueil de France 3 Normandie, les 2 personnes que vous avez conviées à ce débat qui s'exprimeront sur un thème que vous avez choisi. Nous les retrouverons tout à l'heure en duplex depuis l'espace d'accueil. Bien sûr, tout de suite, sans plus tarder, regardons les résultats du premier tour avec Patrice Duprey qui est arrivé en tête avec 44% des suffrages. Ensuite, vous-même, Julie Lesage, avec 39,1% des suffrages exprimés. Et regardez également le 3e candidat, Michel Fontaine, d'hiver droite, 12,1%. Il a été invité, mais il n'a pas souhaité débattre. Regardons aussi le taux d'abstention, un taux qui est très important, 57% pour l'abstention. Pourquoi j'en parle ? Parce qu'il y a seulement 123 voix d'écart entre vous deux. Autant dire que mobiliser les abstentionnistes, c'est très important, bien sûr. Ouvrons ce débat avec le thème de la division. Voilà, vous connaissez très bien, vous avez été, je dirais, amis, coéquipiers hier, maintenant adversaires. Que s'est-il passé, Julie Lesage ? Pourquoi vous n'avez pas voulu continuer la vie politique avec M. Duprey ? Alors c'est simple. J'ai été élue en 2014 pour mon premier mandat dans une liste de rassemblement. J'ai, au cours de ces 6 années, exercé mon mandat avec loyauté dans le respect du projet pour lequel les couronnés nous ont fait confiance. Pendant ces 6 années, avec les élus de mon groupe, nous avons voté effectivement à 99% les délibérations du conseil municipal. Nous l'avons fait dans l'intérêt des couronnés. Alors, en interne, il y a souvent eu des discussions et j'ai le sentiment que nous n'avons pas été suffisamment entendus ou concertés sur des projets. Et c'est ça, ajouté au manque de clarté et de cohérence dans les propos de M. Duprey, notamment sur une éventuelle succession en cours de mandat, pour le prochain mandat, qui ont fait que j'ai décidé de présenter ma candidature. Donc c'est une décision assumée et comprise par les couronnés qui se sont exprimés à 56% pour le changement. Parce qu'il y a une information qui a circulé pendant toute cette campagne électorale, c'est que M. Duprey ne va pas finir son mandat s'il est élu. Que répondez-vous ? Oui, c'est une information erronée, parce que quand j'ai déclaré ma candidature, effectivement, j'ai indiqué qu'à la mi-mandat, j'envisageais de passer la main. J'ai eu des discussions avec nos amis du Parti socialiste qui m'ont dit qu'ils tenaient absolument à ce que j'aille au bout du mandat. J'ai discuté ensuite avec, bien sûr, les membres de ma liste, qui me l'ont indiqué également, et j'ai pris résolument la décision d'aller au bout du mandat. C'est sans équivoque. Il n'y a aucun problème. Il y a aucun problème à ce niveau-là. J'irai au bout du mandat comme maire de Grand Couronne. La réponse est donnée sur France 3 Normandie. Maintenant, simplement oui, allez-y. Sur ces propos, parce qu'effectivement, M. Duprey l'a écrit dans un document au mois de novembre. Donc, on ne peut pas commencer un autre document de campagne intitulé « Vrai-faux » en commençant par un faux. Ce que je veux dire dans mes propos, c'est simplement qu'effectivement, M. Duprey l'a écrit, qu'il passerait la main en cours de mandat. Et puis, ça a été repris dans la presse quelques semaines après. Et puis, effectivement, il y a eu un changement de version. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un manque de clarté et de cohérence. À quel moment on peut faire confiance à M. Duprey? Voilà, c'est simplement ce que vous posez la question. M. Duprey a dit qu'il irait au bout de son mandat. Réfléchissons. Et je réponds quand même sur la division. Parce que la division tout au long du mandat, elle n'a pas été dans mon groupe. Elle a été dans le groupe du Parti socialiste. Puisque même au décès du regretté Michel Lamazouade, le groupe socialiste avait 12 membres
et le groupe communiste et apparenté avait 11 membres. Donc toute la possibilité de peser sur les décisions. Et cette histoire on nous raconte, on a voté les délibérations, mais peut-être qu'on n'était pas tout à fait pour. Ensuite, il y a eu toutes les divisions, notamment un groupe qui a conduit à une liste qui a fait que les divisions internes, des démissions en cascade, des problèmes récemment avec l'adjoint à l'environnement, qui ont fait qu'aujourd'hui, la division, elle est vraiment dans le camp du Parti socialiste. En tout cas, la gauche est divisée pour ce second tour et même dès le premier tour. Maintenant, parlons de politique concrète aussi sur ce que vous avez constaté dans votre commune durant la crise du coronavirus. Monsieur Duprey, vous qui êtes le maire sortant. Sur la crise du coronavirus, moi, ce que je voudrais d'abord, c'est remercier toutes celles et tous ceux qui nous ont permis de passer le cap de la pandémie dans les meilleures circonstances. Tous nos bénévoles qui ont fait des masques, tous nos personnels qui ont été mobilisés avec la population, en particulier le Centre communal d'action sociale, qui, à partir d'un fichier qu'on avait sur les personnes vulnérables, notamment à partir du plan canicule, a eu des contacts permanents, quasi journaliers, avec toutes les personnes qui en avaient besoin. Les distributions se sont faites. Moi, j'ai décidé, dès ce moment-là, de mettre complètement entre parenthèses la campagne électorale et de me consacrer uniquement à la lutte contre la Covid-19. Je pense que l'expérience, celle d'un maire chevronné qui connaît ses dossiers, a été extrêmement importante pour la population à ce moment-là. Madame Lesage, comment vous avez vécu cette crise sanitaire ? Alors, effectivement, c'est une crise sanitaire inédite qui nous a touchés, à laquelle personne n'avait été préparé. Je tiens aussi à saluer tous les professionnels qui se sont investis durant cette crise. Alors pour ma part, comme beaucoup de Français, j'ai été confinée dès les premiers jours, mais je suis quelqu'un qui aime le terrain, qui aime l'action, donc le confinement a eu très vite ses limites. Alors j'ai été très occupée, j'ai découvert, comme beaucoup de Français, le télétravail, et puis la joie de l'école à la maison. Mais le terrain me manquait, donc je me suis investie dans la démarche Rouen Masque Solidaire, donc une démarche de mutualisation et de solidarité à l'échelle de la métropole pour confectionner des masques et pour faire face à cette pénurie. Et puis en tant qu'adjointe aux affaires scolaires, j'ai dû aussi préparer la rentrée des élèves en mettant en application le protocole sanitaire très complexe, notamment pour l'organisation des salles de classe, de la restauration scolaire ou encore la circulation des élèves dans les classes. Donc ça a été vraiment un moment intense qu'il a fallu préparer avec forcément toutes les inquiétudes que ça génère derrière. Merci pour ces réactions. Pour quelqu'un qui n'avait pas de délégation et qui ne pouvait pas faire grand-chose, je remarque que pendant cette période, elle a pu assumer sa délégation dans des conditions normales et tout à fait travailler avec les autorités académiques et les écoles dans de bonnes conditions. Vous auriez dû peut-être rester ensemble alors, au lieu de vous présenter face à face. Premier thème tout de suite important pour les habitants de Grand Couronne, ce sont les transports. Regardez ces chiffres que nous pouvons trouver sur le site de l'Institut national des statistiques, l'INSEE. Pour aller rejoindre leur activité, 80% des habitants utilisent la voiture, le camion ou la fourgonnette et seulement 8,7% les transports en commun. Comment on a pu en arriver là ? Quel est le problème de Grand Couronne avec les transports ? Madame Lesage. Alors, c'est vrai que la question des transports, c'est une vraie problématique sur Grand Couronne, à la fois parce qu'on est éloigné de Rouen et puis on a aussi la distance avec Elbeuf. On a une autre problématique qui est vraiment propre à la commune, c'est-à-dire on a le quartier des Essarts et le centre-ville, donc deux quartiers qui sont vraiment excentrés et avec la forêt au milieu, donc un accès très difficile. Nous avons des collégiens qui vont au collège en centre-ville, à Grand Couronne, et qui habitent les Essarts, et inversement, des lycéens qui vont vers Elbeuf. Alors, je vous parle de ça, je l'ai très bien connu. J'habitais le quartier des Boutières, et je devais me rendre au lycée Ferdinand Buisson à Elbeuf, qui est le lycée de secteur. J'avais deux bus, un à 7h35 et un à 7h40. Pas de chance, je commençais à 11h30 deux fois par semaine. Donc ça a été vraiment très compliqué. Je vous parle de cela... C'était en 1995, date à laquelle M. Duprey a été élu pour la première fois maire. Donc, d'autres l'ont vécu avant moi. Les Couronnais le vivent actuellement. Donc, c'est un vrai problème, cette question des transports sur la commune. Ça, c'est le constat, M. Duprey. Maire depuis 1995, rien n'a été fait pour développer le transport en commun ? Peu a été fait.
le district, puis la métropole ont failli complètement dans ce domaine-là. Les amis de Julie Lesage ont failli complètement dans ce domaine-là. C'est eux qui dirigent la métropole, c'est eux qui ont en charge les transports en commun. Et chacun vous dira que ce parcours du combattant pour aller à Rouen en 1 heure, pour rejoindre le métro, pour aller prendre le train à Oissel où il n'existe absolument rien, c'est vraiment le parcours du combattant. Alors que faire ? Question, quelles sont les solutions, quelles sont vos propositions ? Alors que faire, c'est relativement simple. Si on veut s'y mettre, ce que le président Sanchez a toujours refusé. Je découvre avec stupéfaction d'ailleurs qu'on me ressort le dossier du tram-train qu'il a refusé obstinément pendant des années, qu'il a refusé d'ouvrir malgré mes interventions à la métropole. Qu'est-ce que c'est que ce tram-train ? Expliquez-nous, c'est quoi ce projet de tram-train ? C'est un train, c'est un tramway ? Le tram-train, c'est un train qui va de Rouen-Gauche d'un côté jusqu'à ce qu'on appelait Elbeuf-Ville dans le temps. Qui permet de desservir Petit-Quevilly, Grand-Quevilly, Petit-Couronne, Grand-Couronne, Orival, Moulineau, La Bouille, etc. et d'aller jusqu'à Elbeuf. C'est-à-dire que c'est et qui passe le long de la raffinerie et qui permet d'accéder dans de bonnes conditions. On peut avoir d'ailleurs la même chose de l'autre côté avec Rouen, Sotteville, Saint-Étienne-du-Rouvray, Oissel, Tourville-la-Rivière, Cléon. Mais il faut construire. C'est un dossier. Il faut surtout mettre à jour les voies et acheter du matériel. C'est un dossier qui a complètement été ignoré pendant 2 décennies par la majorité socialiste de la métropole et qui ressurgit soi-disant aujourd'hui. Madame Lesage. Moi, j'ai 2 constats par rapport à ça. D'abord, il est toujours facile de rejeter la faute sur les autres. Et nous, ce que nous souhaitons, effectivement, avec mes collègues élus socialistes à la métropole et dans les communes voisines, nous voulons travailler ensemble. Nous voulons mettre en avant ce collectif. Parce que des communes comme Petit-Couronne, Elbeuf ou même Moulineau ont les mêmes problématiques que nous. Donc c'est en travaillant ensemble, en travaillant avec les partenaires que nous pourrons arriver. Concrètement, vous voulez construire un tram-train, des lignes, ça va coûter combien ? Qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour les personnes qui nous regardent ? Les lignes existent. Alors évidemment, ça va coûter plusieurs dizaines, voire centaines. Où trouver l'argent ? Vous voyez, c'est des questions importantes. Où trouver l'argent ? Je dirais que c'est relativement facile parce que l'argent, quand il a fallu desservir ce que j'appelle la première couronne de la métropole, c'est-à-dire Rouen et les villes alentours de Rouen, avec l'Armada notamment. On a dépensé des millions d'euros. Pour ce qui concerne la deuxième couronne, on n'a pas le droit d'aller au cinéma le soir, on n'a pas le droit d'avoir des transports, pour rentrer, on n'a pas le droit d'avoir des transports suffisamment cadencés, on n'a pas le droit d'avoir des transports rapides. Alors moi j'ai des solutions palliatives en attendant le tram-train. Il y a des solutions possibles. Lesquelles Combien ça coûterait Notamment une ligne dédiée qui permette d'un côté d'aller au métro Georges Braque et de l'autre côté de rejoindre la T4 au Zénith. C'est relativement facile, ça n'est pas coûteux, ça permet de pouvoir aller dans les différentes directions dans de bonnes conditions. C'est complètement possible. Il y a de ce côté-là vraiment une réticence, un refus obstiné du Parti socialiste. Madame Lesage, avez-vous des idées alternatives au-delà du tram-train ? Est-ce qu'il faut développer autre chose ? Alors, je voudrais poser une question à M. Dupré, mais comment avez-vous vécu ces plus de 40 ans de mandat aux côtés des élus socialistes, notamment à la région, à la métropole, au SMEDAR, enfin voilà, comment on peut taper sur les autres sans vouloir construire avec eux. Moi, vraiment, je le redis, je crois que le collectif est vraiment important. Mais alors, que voulez-vous construire ? Qu'est-ce que vous voulez faire comme ligne alternative concrètement ? Effectivement, il y a la ligne T4 qui a été construite sur le Zénith. C'est une ligne formidable. C'est vrai, quand on habite aux Essarts, on a des lignes relativement faciles, alors sans entrer dans le détail, mais on peut facilement rejoindre le T4. Cette problématique, elle tient du fait de la particularité de la ville, comme je l'expliquais tout à l'heure. Donc, peut-être une navette interne à la ville pourrait permettre de desservir plus facilement le T4 ou une ligne fast qui arriverait jusqu'à Grand Couronne. Mais qui gère cette navette ?
Ça pourrait être une compétence municipale. C'est possible? Faux. On peut expérimenter des transports il n'y a pas d'expérimentation, c'est interdit en droit. Cette démagogie qui tourne autour des transports municipaux, elle est irréaliste en droit. Il ne faut pas connaître ces dossiers pour affirmer de telles choses. Pourquoi, en plus, on ferait payer 2 fois les couronnais? Pourquoi on les ferait payer dans leurs impôts locaux une desserte locale, même si c'était autorisé? Et pourquoi paieraient-ils, au même titre que l'agglomération, des impôts importants qui les empêchent d'aller au restaurant, au sport le samedi soir, qui les empêchent de rentrer en toute sécurité, qui les empêchent d'avoir des transports de qualité? Je pense qu'on ne peut pas rejeter la responsabilité. C'est impossible de rejeter la responsabilité sur les autres en permanence. Fin de cette thématique sur les transports et place à la première carte blanche, ordre alphabétique des candidats. Donc c'est vous, Patrice Dupré, qui allez nous présenter la personne qui est avec nous en duplex depuis l'espace d'accueil de France 3 Normandie. Qui est cette personne et pourquoi l'avoir conviée à ce débat? C'est Arnaud Dausser, le responsable des cadres de Chapelle Darblay à Grand-Couronne, qui est l'un des principaux artisans de tout le travail qui est fait depuis plusieurs années, qui a des idées extrêmement précises avec lesquelles je travaille au quotidien pour pouvoir sauver ces entreprises. Et cette fameuse papeterie. J'aurai l'occasion d'ailleurs de parler de tous les méfaits qui ont été faits par le gouvernement précédent, notamment à travers la fermeture de la machine 3 et à travers la fermeture de Petroplus, qui a complètement sinistré notre secteur. Parce que voilà un dossier très important, d'actualité, puisque le plan social a été présenté la semaine dernière en CSE central, 228 licenciements. Mais le site est entre parenthèses, parce que si un repreneur se manifeste, l'activité peut reprendre. Alors on retrouve tout de suite en duplex notre invité, si je puis dire, supplémentaire, en tout cas avec nous Arnaud Dausser. On vous écoute pour parler du PM Chapelle Darblay. Oui, bonsoir à tous. Alors, les 3 minutes qui me sont consacrées sont bien évidemment insuffisantes pour expliquer toute l'histoire de Chapelle Darblay, à la fois l'histoire sociale, c'est 92 ans d'histoire, c'est 3 générations de salariés dont bon nombre sont couronnés, et je salue mes collègues actuels et retraités. Chapelle Darblay, c'est également un pôle économique, un poumon économique majeur pour la zone portuaire et pour la ville de Grand-Couronne. C'est une papeterie qui produit aujourd'hui 250 000 tonnes de papier de presse, qui produisait, je dirais même. C'est une papeterie qui est également orientée vers l'économie circulaire, orientée vers la préservation de l'environnement, puisque c'est Chapelle Darblay qui a inventé il y a maintenant 35 ans, qui était le précurseur de la collecte sélective et du recyclage des papiers en France. Chapelle Darblay, c'est également une industrie qui a su se renouveler en produisant de l'énergie verte depuis 2007 maintenant, en s'orientant côté fleuve. Chapelle Darblay est un drame environnemental, c'est un drame du développement durable, puisque cette industrie est résolument tournée vers l'avenir, même si certains tentent de la ringardiser. Ce qui est intéressant en travaillant aux côtés d'élus locaux impliqués, c'est que dès le 10 septembre, au moment de l'annonce, Patrice Dupré est venu aux côtés des salariés, leur témoigner leur amitié, leur soutien, est venu aussi aux côtés des représentants du personnel dont je fais partie, pour tout de suite engager des actions auprès des pouvoirs publics, nous permettre d'être reçus dans les services de Bercy quelques semaines après, et de pouvoir engager des travaux pour penser, repenser, imposer ce que pour nous doit être l'avenir de Chapelle Darblay. Chapelle Darblay, j'en finis sur ces 3 points. C'est un drame social, ce sont des emplois, c'est un drame économique, c'est une activité portuaire, c'est une activité industrielle lourde, et c'est un drame environnemental. Puisque comment expliquer aujourd'hui aux Français et aux habitants de la métropole de Rouen que demain, leurs papiers ne trouveront plus de solution de recyclage sur le site. Il y a un temps de parole. C'est un sujet d'importance. Merci beaucoup, monsieur. Madame Lesage, que faire pour sauver Chapelle Darblay? Effectivement, la question de la Chapelle Darblay, c'est une vraie priorité. C'est à la fois un drame humain, social, financier et écologique. La Chapelle Darblay étant la seule usine en France à produire du papier journal 100% recyclé. Il faut se mobiliser. J'ai moi-même co-signé un courrier au mois de mai avec plusieurs élus du territoire pour alerter les pouvoirs publics qui ne se sont pas déplacés sur le site.
c'est vraiment... Mais alors, si vous êtes maire demain, qu'est-ce que vous faites pour sauver Chapelle Darblay? Vous allez téléphoner à Bruno Le Maire parce qu'il est normand, il est ministre de l'économie, vous allez appeler Édouard Philippe, qu'est-ce que vous faites pour sauver? Pour faire ce que le gouvernement Hollande a fait avec la machine 3 surtout. Madame Lesage, qu'est-ce que vous faites pour sauver Chapelle Darblay? Qui a fermé la machine 3 qui a été le prélude de ce qu'on vit aujourd'hui. Hein. Alors, juste une On parenthèse, écoute Madame Lesage. juste une parenthèse sur ça, puisque les méchants socialistes ont encore tapé. Je rappelle quand même qu'en 1983, quand la Chapelle Darblay a failli fermer, ça ne l'a pas été grâce au combat légitime des travailleurs, mais aussi grâce à l'appui financier du gouvernement socialiste de l'époque sous Mitterrand. Donc concrètement, aujourd'hui, moi encore, le week-end dernier, j'ai eu au téléphone un salarié de la Chapelle Darblay qui me disait travailler là-bas depuis 20 ans et qu'il se sentait complètement perdu aujourd'hui, qu'il ne savait pas où aller, à quelle porte frapper, ne serait-ce qu'en termes de formation. Il faut penser aussi l'avenir et penser formation, reconversion peut-être pour les salariés qui aujourd'hui se retrouvent sans rien. C'est vraiment cette question-là qui est importante aussi. Monsieur Dupré, vous, que faire pour sauver Chapelle Darblay? Que faire? Qu'est-ce que vous allez faire demain si vous êtes réélu? La reconversion, c'est vraiment la position que le Parti socialiste a eue avec François Hollande depuis le début de la machine 3, c'est la capitulation. C'est le renoncement à ce qui est, c'est le renoncement à ce qui est une papeterie, une industrie écologiquement majeure dans notre pays. Industrie écologiquement majeure, c'est-à-dire que c'est un exemple, c'est certainement l'entreprise la plus écologique de France. Alors que faire pour la sauver, Monsieur Dupré? Qu'est-ce que vous ferez si vous êtes réélu demain pour trouver un repreneur? Qu'est-ce que vous faites? Que faire pour la sauver? D'abord, il y a des repreneurs qui sont en train de monter des dossiers. Ce que je regrette, c'est que le gouvernement ne soit pas passé par la nationalisation temporaire. Moi, je ne propose pas de revenir à la nationalisation des années 50, des années 60 ou même des années 80. Ce que je propose, c'est la nationalisation temporaire, comme ça s'est fait à Élysée, d'ailleurs, dans de bonnes conditions, avec un président socialiste qui était Jean-Louis Destan, président socialiste du département, qui, lui, a su prendre ses responsabilités dans ce domaine-là. Moi, ce que je propose aujourd'hui, c'est que, bien évidemment, on sauvegarde l'emploi. Il y a tout à fait une possibilité. Faut savoir que si on ne sauvegarde pas cet emploi, c'est un recul écologique historique dans ce pays. Et bien sûr, on pense aussi, certes, vous avez raison par rapport à l'écologie. C'est très certainement la plus écologique de France, qui est soutenue, tout le monde est d'accord. Que j'ai soutenue avec le secrétaire national des Verts, qui est venu donner une conférence de presse et visiter l'entreprise avec moi. Ça, tout le monde est d'accord sur le plan écologique, bien sûr. Regardez ce chiffre aussi, le taux de chômage, puisqu'on parlait de ces licenciements s'il n'y a pas de repreneur. 18,6% sur votre commune, chiffre de l'INSEE, le dernier que nous avons en date. Donc autant vous dire que l'emploi et sauver ces emplois, c'est crucial, Madame Lesage. Oui, complètement. Il y a une vraie question. Alors effectivement, je partage le fait que le site doit être maintenu. C'est ne serait-ce qu'en termes écologiques, il faut se battre pour nos usines et pour le territoire. Là aussi, sur la question du chômage, je le disais, mais accompagner les jeunes, les personnes qui sont en recherche d'emploi est une priorité aussi pour notre territoire. Place tout de suite à la deuxième carte blanche, votre carte blanche, Madame Lesage, et vous avez convié Julien Salé, un de vos colistiers. Pourquoi ? Alors Julien Salé, il travaille dans le numérique, il est président d'association par ailleurs. Julien, il est représentatif de ma liste. C'est un citoyen, puisque ma liste est composée aux 2/3 de citoyens, d'habitants qui ne sont pas encartés dans un parti politique et qui, justement, on en parlait tout à l'heure de cette rupture, mais qui rejettent aussi ces accords politiques et qui sont dans le respect des différences. Donc Julien représente les couronnés. Il s'est engagé auprès de moi quand nous avons lancé cette démarche de concertation. Et il souhaite vous parler ce soir du cadre de vie à Grand Couronne pour vivre dans une ville agréable et sécurisée. Alors justement, on vous retrouve tout de suite, Monsieur Salé, en duplex depuis le hall d'accueil de France 3 Normandie. Nous vous écoutons, Monsieur Salé. Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler d'un des engagements de Julie Lesage, en l'occurrence celui du vivre ensemble en sécurité. Donc aujourd'hui, à Grand Couronne, malheureusement, il ne se passe pas un week-end sans que nous assistions à des spectacles de rue. J'entends par là des rodéos à moto, en quad, des vols, des cambriolages, des incendies volontaires, des incivilités en tout genre. Dans certains quartiers, comme aux Boutières ou aux Essarts, les voisins s'organisent même entre eux pour assurer un niveau de vigilance collective.
Et à ces sujets, on ne peut pas nous répondre que cela ne relève pas de la responsabilité du maire. Donc une fois, on nous parle effectivement que cela relève de la préfecture, une autre fois de l'État, encore une autre fois de la métropole. Cela donne vraiment le sentiment d'un défaut d'autorité. Et pourtant, il y a des solutions. Si on reprend effectivement le thème de la sécurité, il s'agit de renforcer le rôle de la police municipale, avec beaucoup plus de présence terrain, de réactivité, de proximité envers la population. Sur les cas très difficiles, rien n'empêche de conjuguer nos actions avec les forces d'intervention de l'État, pour des actions ciblées et rapides. Et il faut travailler aussi sur le plan de la prévention, avec en confiant cette mission à des médiateurs de rue pour désamorcer la tension sociale. Il faut préparer et donner de la perspective à la jeune génération en les menant sur le chemin de l'emploi, de la création de valeur. Donc je m'adresse ici aux Couronnais. Il n'y a pas de fatalisme. Les solutions existent. Merci. Je veux conclure mon propos. Il y a juste un point sur Julie. Vous n'êtes pas sans savoir que je travaille avec elle. Je peux vous dire aujourd'hui que Julie a une réelle capacité à fédérer autour d'elle. Merci, Donc, Monsieur c'est Salé. faire l'union de Merci, le diversité. temps est écoulé et on parle d'une ville agréable et sécurisée. Donc merci de votre intervention en tout cas. Bien sûr, on va vous donner la réponse, un droit de réponse, si je puis dire, une ville avec beaucoup d'insécurité. Est-ce qu'il y a de l'insécurité à Grand Couronne, des rodéos? Est-ce qu'il y a de l'insécurité à Grand Il y a Couronne? de la sécurité à Grand Couronne comme partout. Alors que faire? Que faire? Que d'abord les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités. Nous la prenons avec beaucoup de choses en matière d'insertion, en matière de formation. Nous prenons nos responsabilités dans tous ces domaines. Et la ville, à travers son conseil local de prévention de la délinquance, est souvent citée en exemple. Elle est citée en exemple par le procureur de la République quand il vient, par le commissaire quand il vient. Je dois dire qu'il faudrait vivre un peu en dehors de Grand Couronne. Qu'est-ce que c'est que ces jardins ouvriers à Petit Couronne qui ont été vandalisés à plusieurs dizaines d'exemplaires ces derniers jours? Qu'est-ce que c'est que ce taux de délinquance à Elbeuf dans lequel il y a eu des matchs de football interdits, dans lequel il y a un taux d'insécurité bien supérieur à Grand Couronne? Quid de ce qui se passe à Moulineau et à La Bouille, qui sont des communes à côté? Je pense que faire son cheval de bataille de la sécurité, alors que quand on ouvre sa télévision tous les jours, quand on lit son journal, on voit que le fléau de l'insécurité existe, c'est vraiment d'une malhonnêteté sans nom. Monsieur Duprey, vous parliez d'insertion et de formation, notamment pour les jeunes, pour ne pas qu'il y ait de délinquance, et leur proposer un travail et un accompagnement pour le travail, justement. C'est le thème de cette deuxième partie, deuxième grande thématique. La jeunesse, quoi offrir aux jeunes de Grand Couronne? Regardez encore ce chiffre qui est assez intéressant sur la jeunesse de Grand Couronne. L'INSEE aussi, l'Institut national des statistiques, 41,3% de la population de Grand Couronne, eh bien, ces personnes ont entre 0 et 29 ans. Donc il y a beaucoup de jeunes. Qu'est-ce que vous proposez à ces jeunes, Madame Lesage, pour les accompagner vers le chemin du travail et de la formation? Alors là encore, parlons aux Couronnais. Parlons de ce qui les intéresse, eux. Et ne parlons pas des communes voisines, pour le coup. Non, Alors, surtout pas d'Elbeuf, surtout pas de Petit Couronne, surtout pas de Petit Quevilly, surtout pas de Canteleu, où tous ces clignotants, avec des décennies de direction, de municipalité à direction socialiste, sont très au-dessus de ce qui se passe à Grand Couronne. Je peux juste terminer sur mon propos. On parlait du Conseil local de sécurité, qui est un organisme qui réunit beaucoup de personnes autour de la table. En 6 ans, il a été convoqué 2 fois. 2 rappels à l'ordre sur l'année 2019. Évidemment, en 6 ans, il existe depuis 2 ans. Il existe depuis 2 ans. Il n'y a pas que des délinquants à Grand Couronne. Parlons de la jeunesse. Quel avenir pour la jeunesse de Grand Couronne? Ils sont très nombreux, ces jeunes. Oui. Comment les accompagner dans la formation professionnelle ou pour notamment trouver un travail ou aller étudier? Ça me fait revenir à la question des transports. La principale inégalité
pour les jeunes de Grand Couronne, c'est la politique de transport de la métropole qui ne permet pas ni d'aller à Saint-Étienne-du-Rouvray, ni d'aller à Mont-Saint-Aignan pour suivre des études supérieures. C'est pour suivre des études supérieures, la métropole notamment ne met rien en œuvre à partir de Grand Couronne pour permettre aux étudiants d'étudier là où ils vont dans des conditions convenables. Madame Lesage. Si je peux exprimer mon point de vue sur les jeunes. Pour moi, il y a vraiment 3 temps dans la jeunesse. Il y a les petits, les plus petits, donc qui sont à l'élémentaire et qui sont plus de 1200 élèves dans nos écoles. Donc il faut accompagner, défendre les écoles devant les fermetures de classes ou les soutenir dans les ouvertures de classes, soutenir leurs projets, les classes transplantées comme je l'ai fait ces dernières années. Et puis la question du numérique aussi à l'école. Aujourd'hui, nos classes sont équipées de ce qu'on appelle des vidéoprojecteurs interactifs. Donc tout ce travail qui doit être mené pour les écoles, donc en direction des plus petits. Et puis ensuite, quand on grandit, quand on va vers les adolescents, là aussi, je les ai rencontrés pendant cette campagne. J'ai rencontré beaucoup de couronnés. Et qu'est-ce qu'ils me disent, ces jeunes? Ils me disent qu'ils se sentent isolés, qu'ils ont besoin d'un endroit pour se retrouver, tout simplement parce qu'on est à un âge où on a besoin de discuter, où l'avenir, pour eux, peut être inquiétant aussi. Donc ces jeunes, il faut les écouter et pourquoi pas leur donner une structure dans laquelle ils pourraient se rassembler plutôt que d'être au pied des immeubles ou sur les bancs de la commune. Et puis effectivement, il y a le 3e temps de l'entrée à l'âge adulte, sur l'entrée dans le monde du travail, où là aussi, il faut être à leur côté et pourquoi pas remettre une présence d'adultes sur le terrain pour les accompagner. Et puis, juste une parenthèse, mais la jeunesse, ça n'est pas que les jeunes non plus, c'est aussi les plus âgés, et là je pense aux seniors, avec lesquels il faut faire un travail de lien intergénérationnel, tout simplement travailler, pourquoi pas faire venir des personnes retraitées dans les garderies pour mettre en place de l'aide aux devoirs. Et inversement, parce qu'on s'est rendu compte aussi pendant cette crise que beaucoup étaient désemparés face aux outils numériques, aux visios qu'on a pu beaucoup développer pendant le confinement. Et pourquoi pas, sur ces temps de garderie, que les enfants expliquent aux plus âgés comment se servir de tous ces outils. Donc il y a un vrai travail générationnel entre les jeunes et les plus âgés. Nous avons aussi un conseil municipal des enfants. Nous souhaitons créer un conseil des sages qui pourraient travailler ensemble sur des projets bien spécifiques pour notre commune. Monsieur Duprey, êtes-vous d'accord avec Madame Lesage? Je suis d'accord sur un certain nombre de mesures que nous appliquons déjà au quotidien. Vous, ça a été votre adjointe à l'éducation, donc on imagine qu'il y a des points communs sur ce sujet. Quand elle dit j'ai fait, vous me permettrez de dire que c'est moi qui ai fait. Elle a agi par délégation. Elle a agi par délégation, et pour quelqu'un qui, soi-disant, ne pouvait pas travailler dans de bonnes conditions et était muselé en permanence, je trouve que les références qu'elle fait à son secteur sont des références qui montrent qu'on a plutôt bien travaillé dans beaucoup de secteurs. La vraie question pour la jeunesse, ça n'est pas, contrairement à ce que dit Julie Lesage, là, de faire un amalgame les jeunes. Il n'y a pas les jeunes. Tous les jeunes ne sont pas des délinquants, tous les jeunes ne sont pas des jeunes qui posent des difficultés. Beaucoup de jeunes sont intégrés à la vie municipale à travers les clubs, à travers les associations où on est souvent cité en exemple. Et faut-il construire un nouveau lieu de vie? Alors, selon vous, il y a déjà, Maison des jeunes version 2020. Il y a déjà plusieurs lieux de vie. Il y a des locaux jeunes qui existent, qui sont décentralisés, avec des activités qui sont effectuées. Il faut toujours, bien évidemment, faire des choses nouvelles. Pourquoi pas de nouveaux lieux? Pourquoi pas de nouvelles initiatives? Moi-même, j'en propose dans mon programme. Ce qui me gêne, c'est que quand on regarde toutes les communes dirigées par le Parti socialiste aux alentours, où les questions de la jeunesse sont parfois beaucoup plus cruciales de la Grande Couronne, c'est qu'on sort sa baguette magique et on nous explique qu'on a des solutions, qu'il y a un îlot dans lequel
on pourrait régler tous les problèmes sans aucune difficulté. Je vais vous prendre la question d'Elbeuf qui s'est passée dans le déconfinement. 450 personnes sur un terrain pour y jouer. Des rixes avec des gens dans les quartiers. Oui, ça concerne tout le monde, ça que je voulais dire, c'est pas que je ne rends pas responsable le maire d'Elbeuf, Djoudé Merabet, qui je pense est un bon maire. Alors, sans baguette magique, mais question... Mais expliquer qu'on a des solutions pour faire différemment de ce qui se passe ailleurs et de tout ce que ses collègues socialistes ont déjà expérimenté, j'ai du mal à entendre ces choses-là. Est-ce qu'il faut de manière urgente recruter des médiateurs urbains, Madame Lesage, de manière urgente? Alors, une chose, je parlais du manque de confiance en tout début d'émission. C'est flagrant. Quand les choses sont bien faites, c'est M. Dupré qui les a mises en place. Quand c'est mal fait, ce sont les autres. Voilà, je laisserai les couronnés en juger. Moi, je ne me les suis pas appropriés. J'ai dit simplement que quand des choses bien étaient faites, je suis maire et je n'y suis pas étranger. Mais je ne nie pas qu'un certain nombre d'adjoints, y compris d'adjoints socialistes, ont fait un excellent travail. Je comprends d'autant plus mal la désunion par rapport à l'excellent travail qui a été effectué. Madame Lesage, terminez votre propos. En tout cas, on voit bien que les coéquipiers d'hier sont bien adversaires aujourd'hui. Alors, pour les jeunes. Pour les jeunes, sur la question des éducateurs ou animateurs, je ne sais pas s'il y a urgence, mais en tout cas, il y a un vrai travail à mener maintenant. Quand on interroge les couronnés, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils aiment leur ville. Ils aiment, effectivement, nous avons des structures, il y a des choses qui ont été faites. Alors, faut-il classer des établissements en REP ? Réseau d'éducation prioritaire pour offrir aux plus jeunes très vite, pour avoir plus de moyens. Surtout ne pas sortir des établissements de la REP. Alors nous avons effectivement que le gouvernement socialiste a sorti à Victor Hugo. Monsieur Dupré, on écoute Madame Lesage. Je vais quand même pouvoir m'exprimer. Nous avons effectivement une école, élémentaire et primaire, maternelle, qui est sortie du réseau d'éducation prioritaire il y a 5 ans. Tout le monde le sait que c'est une décision injuste qui a été prise que vous avez parce que vous avez soutenu, que vous n'avez pas combattu. Absolument pas. Madame Lesage termine. Tellement démagogique. Terminé. Donc ça a été pris parce que les écoles sont rattachées au collège de secteur et ça a été pris sur la base d'indicateurs qui n'étaient pas les bons. Donc il y a eu vraiment sur cette question une injustice totale sur laquelle il faut se battre au quotidien. Alors faut-il classer les établissements en réseau d'éducation prioritaire? Il faut leur donner en tout cas les moyens de leur réussite et pourquoi pas aller vers l'allocation progressive des moyens. C'est tout à fait ce que nous pouvons faire et ce qu'il faut faire aujourd'hui, il faut se battre. Il reste quelques secondes pour ce thème, nous vous écoutons. Moi, je pense qu'il ne faut pas d'hypocrisie dans ce domaine-là. Dans ce domaine-là, le Collège Renoir, l'école Victor Hugo, souffrent depuis des années d'une absence de moyens due au quinquennat de François Hollande et de son ministre de l'Éducation nationale et de son ministre de l'Éducation nationale de l'époque. J'arrête pas de vouloir faire corriger ces injustices. Je constate que le Parti socialiste, depuis qu'ils ne sont plus au pouvoir, veulent corriger cette injustice. C'est tout à fait... On a compris, donc il faut classer en REP. Maintenant, ça va être place au mot de la fin. Oui. Place au mot de la fin avec vous, Madame Lesage. Qu'est-ce que vous voulez dire à celles et ceux qui nous regardent? Si vous êtes élu maire demain, qu'est-ce qui se passe? Adressez-vous donc aux citoyens. Je souhaite m'adresser à vous, à chaque couronnaise, à chaque couronné. Vous m'avez fait confiance... dès le premier tour, en me désignant comme la seule candidate possible au changement, à Grand Couronne. Cette volonté, je l'ai entendue lors de nos multiples rencontres et elle s'est traduite dans le projet pour les 6 ans à venir. Il faut maintenant se mettre à la tâche. Je connais notre ville, j'ai la connaissance des quartiers, j'ai grandi aux Boutières, je connais nos écoles, je connais nos besoins. Cette expérience, je l'ai aussi comme élue. J'ai de nombreux élus locaux qui soutiennent ma candidature et ces soutiens seront importants pour que Grand Couronne puisse mener à bien ses projets dans l'avenir, des projets qu'elle ne pourrait pas financer toute seule. Notre projet est ambitieux et réaliste. Je vous invite d'ailleurs à consulter, à regarder les différentes professions de foi, à échanger sur les ambitions. Le temps est écoulé. Un dernier mot, simplement. Non, malheureusement, nous sommes très rigoureux sur le temps de parole. 1 minute pour vous. Oui, moi je voudrais tout d'abord dire qu'on doit tirer toutes les leçons de cette crise sociale qui a des dimensions sociales et économiques
qu'on a connu avec la Covid-19. Je crois qu'on ne peut plus faire les choses comme avant. Notamment quand je propose de doter toutes les familles d'un ordinateur pour pouvoir travailler, on ne peut plus faire les choses comme avant. Des choses comme les transports, l'accès aux soins, l'environnement, l'emploi, la formation sont vraiment devenus des priorités. La lutte contre la fracture numérique est une priorité. Et pour cela, vous avez besoin d'un maire expérimenté, d'un maire qui ne fasse pas des effets d'annonce comme on vient d'en entendre tout de suite. Vous pouvez compter sur moi comme maire pendant les 6 ans à venir. Je sais que je peux compter sur vous. J'ai fait mes preuves et on peut faire en sorte de construire l'avenir du Grand Couronne de demain. Le temps écoulé. Merci à tous les deux, débats passionnants et animés. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité à France 3 Normandie. Dans quelques instants, le 19-20, présenté par Frédéric Nicolas. Demain soir, à cette même place, Bénédicte Drouet pour un débat spécial Fécamp. Très belle soirée à toutes et à tous et à bientôt.